Est-ce le bon moment d'acheter l'action Texas Instruments? C'est justement ce qu'on va voir avec l'analyse qualité, mais également on va déterminer sa valeur intrinsèque en fin de vidéo pour savoir si l'action est sous-évaluée. Donc on passe directement sur mon écran pour analyser l'action Texas Instruments. On va déjà commencer par les points importants de cette entreprise. Donc on va notamment voir que Texas Instruments a augmenté son dividende d'environ 5% pour le passer à 1,30 $ pour le prochain versement qui est le 14 novembre 2023. Il faut savoir que c'est une action qui a un très beau dividende et qui est versé depuis plus de 30 ans, ce qui en fait un dividende aristocrate et qui joue énormément dans la balance quand il s'agit de choisir une action, parce que là on est beaucoup plus sûr en fait de la fiabilité de ce dernier, et surtout ce n'est pas parce qu'il est vieux qu'il a arrêté d'augmenter. On voit que sur les 5 dernières années, en moyenne, il augmente de 17% par an et que depuis l'année 2016, il est en constante augmentation en ligne droite, et ça fait extrêmement plaisir pour un investisseur qui cherche en fait à vivre via des dividendes. Un autre point important, c'est sa segmentation des ventes en fait. Comme tu l'as vu certainement dans ma dernière vidéo, je te mets juste ici, j'ai envie de m'exposer un peu plus au marché des pays émergents et pas forcément dans les entreprises qui sont créées là-bas comme Alibaba, comme Samsung ou autres, mais bien dans les entreprises qui étendent leur niveau d'activité dans ces pays-là. Et là, Texas Instruments en fait clairement partie avec la Chine à 49%. On a également le reste de l'Asie, le Japon, etc. Mais donc la segmentation des ventes de Texas Instruments est un très bon point, notamment si tu cherches à diversifier un petit peu ton exposition en termes de pays, pas forcément en termes du coup de nationalité d'entreprise parce que Texas Instruments est américaine, mais plutôt en termes du coup de répartition des ventes de ces dernières. Et enfin, on va voir que l'entreprise met un point particulièrement important sur le free cash flow par action. C'est un point important pour l'investisseur parce que c'est notamment signe d'une bonne santé de l'entreprise, comme tu le verras par la suite avec l'analyse qualité. Et là, on va voir qu'il y a différents points intéressants. Premièrement, le free cash flow per share, donc par action, il faut savoir qu'il est en constante hausse depuis 2004. Ça, c'est un très bon point. En tout cas, si on tire une ligne droite, on voit qu'il est largement en hausse. On voit également qu'il y a 47% de réduction d'émissions d'actions, en fait. Donc, il y a une politique de rachat d'actions constante chez Texas Instruments. Et ça, c'est un très bon point parce que ça veut dire que l'investisseur, en fait, a des parts d'entreprise de plus en plus importantes une fois que l'entreprise fait ses rachats. Et donc, on l'a vu, de 2004 à 2022, on a baissé drastiquement le nombre d'actions en circulation. Et là, on va voir comment est-ce que Texas Instruments alloue son capital, en fait, ici entre 2013 et 2022, avec 47 milliards de dollars. Donc ici, on voit que la première dépense, c'est forcément la recherche et le développement, les ventes, le marketing, l'inventaire, etc. Ici, l'objectif, c'est évidemment d'avoir une croissance organique du business, donc de pouvoir évoluer et augmenter avec le temps. Deuxième dépense qui est très intéressante, en fait, c'est qu'ils vont acheter leurs propres actions pour justement avoir cet effet de réduction d'émissions d'actions. Et ça, c'est important parce qu'en fait, ça va permettre d'augmenter les futurs cash flows par action pour l'investisseur. Ça va également augmenter la part de possession de l'entreprise pour chaque investisseur. Donc, c'est un très bon point. Et enfin, du coup, la troisième plus grosse dépense, ça va être forcément les dividendes versés aux actionnaires qui détiennent une action. Mais donc, je trouve que la gestion du capital est extrêmement bien gérée chez Texas Instruments. C'est hyper sain leur façon de faire. Et surtout, ça permet à la fois, du coup, de correspondre aux besoins du business en termes d'évolution et de croissance, tout en répondant aux besoins des actionnaires qui est de gagner forcément plus d'argent, de pouvoir être payé en termes de dividendes et voir ce dernier évoluer chaque année. On va maintenant passer du coup à l'analyse qualité plus en détail, donc notamment avec du coup Texas Instruments à l'heure actuelle. J'ai mis AL parce que j'ai oublié de changer, mais c'est Texas Instruments. Donc il faut savoir déjà que le cours il est en constante hausse, il a majoritairement explosé depuis 2016, malgré le fait qu'il stagne un petit peu depuis 2021. Donc ça on peut rien y faire, évidemment il y a une bulle un petit peu sur les semi-conducteurs et là on est en train de stagner un petit peu. Il faut savoir que je trouve que le PER dans l'entreprise, donc le ratio court-bénéfice, est très intéressant pour une entreprise technologique qui évolue dans le secteur des semi-conducteurs. Il n'est que de 18. On estime que le ratio à peu près moyen en bourse est de 17. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Peut-être que l'action est même sous-évaluée à l'heure actuelle parce que comme on peut le voir en ce moment, Texas Instruments est à son plus bas depuis les 52 dernières semaines. On a vu qu'on a touché au plus haut 188 $ et là on est actuellement autour des 139 $. Donc avec l'analyse de la valeur intrinsèque, on va pouvoir déterminer si oui ou non Texas Instruments est sous-évalué. En termes de dividendes, comme je te l'ai cité tout à l'heure, il est en constante hausse avec un rendement de 3,63% qui est très intéressant pour une entreprise technologique. Et en plus, comme je te l'ai dit, il est versé depuis plus de 30 ans. Donc
c'est gage de qualité, mais on verra par la suite s'il est tenable dans le temps. Évidemment, c'est ça le plus important pour un investisseur. Et enfin, le retour sur un an du coup de Texas Instruments, il est un petit peu à désirer. Il fait moins 10% malheureusement, comme vous le verrez ici, avec une forte chute. Par contre, sur 5 ans, c'est là qu'il se réveille réellement avec plus 74%. Il ne bat pas le Nasdaq, par contre, il bat largement le SP500, mais malheureusement, il fait quand même moins que son secteur. On va maintenant passer aux 6 indicateurs pour voir si l'entreprise Texas Instruments est de bonne qualité. Le premier, qui est le free cash flow, du coup, on voit que je cherche une croissance annuelle en moyenne sur les 5 dernières années de plus de 8% par an. Malheureusement, ici, Texas Instruments ne fait pas partie de cette catégorie avec seulement 5,6%, donc ce n'est pas dramatique, sachant qu'on a vu que dans les années précédentes, il a quand même bien augmenté, mais malheureusement, depuis à peu près 2018-2019, celui-ci stagne un petit peu. Il a même un peu régressé sur 3 ans avant de repartir à la hausse, donc à voir à l'avenir si Texas Instruments arrive à récupérer un petit peu la dynamique qu'ils avaient des années précédentes. Donc, ça reste quand même dans le rouge, malgré le fait que ça ne soit pas non plus un très gros red flag. Ensuite, le chiffre d'affaires n'augmente que de 7% par an quand je veux qu'il augmente de plus de 10%. Évidemment, c'est une entreprise qui est bien installée dans le décor, même s'il y a eu pas mal d'augmentations ces dernières années, comme en 2021 et 2022. Malheureusement, l'année 2019 et 2020 a un petit peu secoué les performances, donc je pense que sans ces deux-ci, il serait largement au-dessus des 10% par an. Néanmoins, ça reste pas non plus un chiffre dramatique, hein, on n'est pas autour des 2 ou 3% par an uniquement. Là, il y a quand même une belle augmentation, sachant qu'il y a une très belle reprise en 2021 et 2022. À voir en 2023 ce que ça donne, et si on continue cette dynamique-là, ça pourrait rechanger un petit peu l'analyse qualité de cette entreprise. Ensuite, le free cash flow sur payout ratio pour vérifier un petit peu la tenabilité du dividende dans le temps et surtout le fait qu'il soit sécurisé. Je veux que ça ne dépasse pas les 70%. Là, ici, on est légèrement au-dessus, donc rien de dramatique encore une fois, 72%. On n'est pas sur du 85, 90, voire 95%, mais ça reste légèrement au-dessus, sachant qu'on voit que depuis 2018, il ne cesse d'augmenter malheureusement avec une petite baisse en 2021. Il ne nous reste plus qu'à espérer que l'entreprise arrive à diminuer du coup ce free cash flow par payout ratio en 2023. On verra bien ce qu'il en est d'ici là. Ensuite, le free cash flow par action, comme tu l'as vu, l'entreprise a forcément une dynamique de rachat d'actions pour limiter sa circulation et son nombre. Et bien forcément, ça va augmenter ce dernier qui va passer à 10,9% par an, alors que je veux qu'il augmente de plus de 8% par an. Donc là, c'est un très bon point positif pour l'entreprise. Encore une fois, depuis 2013, il est en constante augmentation. En 2018-2020, il y a eu une baisse, mais on s'est bien rattrapé avec 2021 et 2022. Donc à voir ce que ça va donner dans les années à venir. Pour la dette sur EBITDA, donc c'est simplement le temps que mettrait en fait l'entreprise à rembourser sa dette totale. Je veux qu'il ne dépasse pas les 3 ans, et ici on est largement en dessous avec 0,5 ans. Donc là-dessus, on est encore une fois parfait et je n'ai absolument rien à dire sur ce point. L'entreprise respecte tous mes critères. Et enfin, le dernier indicateur est simplement la croissance du nombre d'actions en circulation. Comme je te l'ai dit, l'entreprise a une politique de rachat de chaque année de ses actions, et en moyenne par an, on baisse de 1,35%, ce qui veut dire en fait que l'investisseur ne voit pas ses parts diluer, voire mieux, il voit en fait ses parts augmenter avec le temps en termes de nombre d'actions en circulation. Et comme on l'a vu depuis 2013, ça ne cesse de baisser. Donc ça, c'est encore une fois un très bon point pour l'investisseur et pour cette entreprise. Donc pour résumer, la qualité de l'entreprise Texas Instruments, en fait, au niveau du free cash flow, on est dans le rouge, mais ça reste acceptable. On va voir comment ça va se comporter dans les prochaines années et si cette hausse continue en 2023. Le chiffre d'affaires, rien d'inquiétant, sachant que 2021 et 2022 a été une très bonne année avec de belles évolutions. On reste quand même en dessous des 10%, mais ce n'est pas dramatique. À voir encore une fois ce que 2023 nous réserve. Au niveau du free cash flow sur payout ratio, encore une fois, c'est un indicateur qui reste dans le rouge, très légèrement au-dessus de ma limite acceptable. À voir encore une fois, du coup, si en 2023, ceci arrive à diminuer sous les 70%. Je pense que ça peut être totalement faisable, sachant que les années précédentes, ils étaient dans cette zone-là. Même si on voit que le free cash flow sur payout ratio augmente depuis quelques années. Donc, on espère qu'ils pourront réduire ça cette année. Et enfin, on a 3 indicateurs dans le vert. Le free cash flow par action, grâce à une politique de rachat d'actions, comme on le voit ici, avec moins 1,35% par an. Donc ça nous fait 2 indicateurs dans le vert, plus le temps que mettrait l'entreprise à rembourser sa dette, donc la dette sur EBITDA, qui est de 0,5, alors que je ne veux pas que ça dépasse les 3 ans. Donc là-dessus, on est tout à fait correct. Donc pour moi, ça reste une action quand même de très bonne qualité, avec quelques indicateurs à vérifier, mais pas de réel red flag à l'heure actuelle. Et si on compare en fait avec l'action Broadcom, qui est l'un de ses concurrents et qui est en très bonne dynamique à l'heure actuelle, à chaque fois que vous voyez du vert, en fait, c'est là où Broadcom bat du coup Texas Instruments, et là où vous voyez du rouge, c'est à chaque fois que Texas Instruments
bat Broadcom. Donc en termes de croissance annuelle du free cash flow, Broadcom les bat largement avec 22,95%. Croissance annuelle du chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, ça les bat encore une fois très largement avec 13,64% par an. Le free cash flow sur payout ratio, c'est largement en dessous des 70% avec 44% chaque année. Le free cash flow par action est de 39% par an. Par contre, là où il y a un problème, c'est sur la dette sur EBITDA qui est plus grande du coup que Texas Instruments avec 1,41 contre 0,5 pour Texas Instruments. Et enfin, la croissance du nombre d'actions en circulation est plus importante que Texas Instruments et pire que ça, elle dépasse le 0% qui est mon maximum acceptable. Donc ça fait un petit point négatif, même si Broadcom reste une très belle entreprise, sachant qu'elle a connu une augmentation significative ces derniers mois. Par contre, il faudra voir si elle n'est pas surévaluée. Peut-être l'objet du coup d'une prochaine analyse. Dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. On va maintenant déterminer si le prix de l'action de Texas Instruments est sous-évalué ou surévalué avec mon tableur que tu peux télécharger directement dans la description où tu as même une vidéo pour expliquer comment est-ce qu'il fonctionne. Donc on va commencer avec la Graham Intrinsic Value, donc avec la revisitée et la normale. Si tu veux savoir comment ça fonctionne, j'ai également fait une vidéo juste ici pour calculer la valeur intrinsèque d'une action où je t'explique exactement comment fonctionnent ces formules. Donc la formule revisitée va nous donner par rapport au prix actuel de Texas Instruments qui est de 140 $, ça va nous donner 101 $, donc théoriquement sous-évalué. Il faut savoir que le rendement des entreprises AAA a un fort impact à l'heure actuelle. Si on prenait un cas plus classique où il serait de 4,5, on serait largement au-dessus. Malheureusement, ce n'est pas le cas puisque les rendements sont très élevés des obligations à l'heure actuelle. La valeur classique va nous donner quant à elle du coup 169 $ et du coup la moyenne des deux, on aura 135 $. Donc un petit peu en dessous que le prix actuel, mais ce n'est pas tout, il nous reste 3 formules à analyser. La prochaine, ça va être le discount free cash flow. Du coup, on va voir que ce dernier, il augmente quand même bien d'année en année, même s'il y a une légère baisse, une légère stagnation depuis les dernières années. On va avoir un prix par action qui va être au total de 180 $, donc cette fois-ci largement au-dessus des 140 $ du coup de Texas Instruments à l'heure actuelle, ce qui nous permet d'augmenter un petit peu plus la balance. Mais ce n'est pas tout, il nous reste du coup le dividende formula et le multiple value à analyser. À savoir que pour cette entreprise-là, j'ai pris également du coup une croissance estimée du futur free cash flow de 8% par an qui me semble tout à fait maintenable dans le temps. Enfin, du coup, en termes du dividende, on voit que le dividende augmente en moyenne de 16,79%, ce qui est extrêmement bien pour cette entreprise qui a un dividende aristocrate, comme je te l'ai dit par le passé. Elle a un WACC par contre de 10%, c'est-à-dire que c'est le Weighted Average Cost of Capital. J'ai estimé une croissance future des dividendes d'à peu près 7% par an. Je pense que c'est largement maintenable, j'aurais même pu mettre plus haut. Mais pour moi, ça reste une estimation assez réaliste, donc on va garder là-dessus, ce qui nous donne 164 $, qui est encore une fois au-dessus du prix actuel. Et enfin, le multiple value, donc j'ai pris Broadcom évidemment en concurrent, j'ai pris Taiwan Semiconductor, j'ai également pris Analog Device et NXP Semiconductor. Donc ici, on va nous donner avec l'earning per share, donc le bénéfice par action de l'entreprise qui est de 7,71 $, multiplié du coup par le PER médian de ces 4 entreprises, qui est la moyenne théorique du secteur, nous donnerait du coup un prix actuel de 144 $, donc légèrement au-dessus du cours actuel. Et enfin, on va voir du coup la moyenne théorique. Donc ici, on a la Graham Value à 135 $, Discount Free Cash Flow à 180 $, le Dividend Value à 164 $ et le Multiple Value à 144 $. Ça va nous donner un prix moyen d'achat théorique de 155 $, alors que le prix actuel est de 140 $, ce qui voudrait potentiellement dire que l'action est sous-évaluée. Évidemment, ce n'est pas une science exacte, hein, c'est juste des formules de calcul. Et on va avoir une marge du coup de 11%. Et si tu veux rajouter un peu plus de sécurité parce que tu estimes voilà, que le free cash flow sur payout ratio est un peu trop élevé, tu estimes que la croissance du chiffre d'affaires n'augmente pas aussi vite que tu voudrais, tu peux très bien mettre 5% de marge de sécurité et dans ce cas-là, ton prix d'achat maximal serait de 148 $, donc on est encore dans le bon. Ou alors, peut-être que tu veux mettre encore plus de marge de sécurité, tu veux mettre peut-être 10% de marge de sécurité et là, ton prix d'achat serait de 140,38 $, donc on resterait encore dans les clous. Par contre, si tu veux vraiment une grosse marge de sécurité et que tu voudrais 15%, tu devrais attendre que l'action baisse à 132 $. Donc, à toi d'estimer à peu près quelle marge de sécurité tu serais prêt à prendre. À toi de voir aussi si l'action te correspondrait et pourrait rentrer dans ton portefeuille. D'ailleurs, si tu veux voir mon analyse de l'action Air Liquide pour savoir si c'est la meilleure entreprise française à posséder en bourse, je te la mets juste ici. On se retrouve juste derrière. À tout de suite, c'était Maxime.